Je m'assis sur un banc en bois devant le CHU de Grenoble, serrant les mains jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. L'air printanier portait le doux parfum des cornouillers en fleurs, et la lumière du soleil dansait sur la façade vitrée de l'hôpital. Pourtant, rien de tout cela ne m'atteignait. Mon mari, Julien Moreau, était allongé dans l'unité de soins intensifs derrière ses murs, luttant pour sa vie contre un ennemi que nous n'avions jamais vu venir. Des gens passaient, leur conversation douce et ordinaire, et l'espace d'une seconde, j'ai souhaité être l'une d'entre eux. Juste une femme ordinaire profitant d'un après-midi chaleureux, riant de l'endroit où allait dîner ou de ce qu'elle allait planter dans son jardin. Mais je n'étais plus cette femme. Mon monde s'était réduit à une chambre d'hôpital et au bip incessant des machines médicales. Autrefois, Julien était inarrêtable. Il était le genre d'homme capable de travailler 12 heures par jour à fabriquer des meubles sur mesure, puis de rentrer à la maison en ayant encore l'énergie de préparer le dîner et de me demander comment s'était passée ma journée. Il avait cette façon de sourire qui vous faisait croire que tout irait bien, même quand la vie semblait lourde. Il était mon refuge, mon roc, et maintenant, en le regardant s'éteindre, j'avais l'impression de me tenir sur des sables mouvants. Il y a 6 mois, nous pensions avoir toute la vie devant nous. Nous parlions de vacances que nous ne pouvions pas encore nous offrir. D'une maison plus grande pour les enfants que nous rêvions toujours d'avoir. Peut-être même d'un chien. Puis, un soir, Julien est rentré pâle et épuisé, mettant sa fatigue sur le compte d'une longue journée de travail. Mais la fatigue a persisté, s'est aggravée, et s'est transformée en ecchymose inexpliquée et en nuit où il luttait pour reprendre son souffle. Le médecin a prononcé des mots qui ne semblaient pas réels. Anémie aplasique auto-immune. Son propre corps détruisait sa moelle osseuse, fermant l'usine même qui fabriquait son sang. Sans une greffe de cellules souches, il disait qu'il y avait peu d'espoir. J'ai essayé d'être forte devant lui, lui tenant la main et murmurant « Nous allons traverser ça ». Mais chaque nuit, je pleurais seul dans la salle de bain, mes sanglots étouffés par une serviette. Parce que je savais quelque chose que Julien ignorait. Il n'avait pas de famille. Il avait grandi dans des familles d'accueil, sans jamais connaître ses parents, sans même savoir s'il avait des frères ou des sœurs. Et sans parents proches, les chances de trouver un donneur compatible étaient presque nulles. Nous nous étions inscrits sur le registre national des donneurs, mais les médecins ont été honnêtes. L'attente pourrait durer des mois, peut-être des années, et Julien n'avait pas ce temps-là. Plus tôt dans la journée, lorsque son médecin m'a pris à part, ces mots m'ont anéanti. « Amélie, nous n'avons plus d'option. Si nous ne trouvons pas de donneur compatible bientôt. » Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Je savais ce qu'il voulait dire. Je suis restée assise là, les larmes coulant sur mes joues, me sentant totalement inutile. J'étais infirmière. J'avais passé ma vie à aider les autres à guérir. Pourtant, je ne pouvais pas guérir l'homme que j'aimais le plus. J'ai pensé à la vie que nous avions construite ensemble. Notre petite maison en bois en périphérie de Grenoble. Le rocking chair qu'il m'avait fabriqué pour notre premier anniversaire de mariage. Le petit mot encadré qu'il avait écrit un jour et qui est toujours accroché près de la porte de la cuisine, « Tu es mon éternité ». L'idée de le perdre était insupportable. Et pourtant, au fond de moi, une voix murmurait que je devrais peut-être m'y préparer. Je me détestais d'y penser, mais le chagrin avait déjà commencé à enrouler ses doigts glacés autour de mon cœur. Puis, comme si le monde n'était pas assez cruel, j'ai surpris une conversation. Une conversation qui allait tout changer. J'avais rencontré Julien lors d'une soirée où la vie semblait légère et ordinaire. Bien avant que les hôpitaux et les dossiers médicaux ne consument nos journées, je venais de terminer mon examen final à l'école d'infirmière. Épuisé, mais libre, mes amis m'avaient traîné dans un petit café du centre-ville de Grenoble. Ce n'était pas chic, juste un vieux bâtiment en briques avec des parquets en bois usés et une odeur de café torréfié qui imprégnait tout. Je me souviens de son entrée comme si c'était hier. Il portait un sac en papier rempli de quincaillerie, son jean était couvert de la poussière de son atelier, et il émanait de lui un calme, ce genre de confiance tranquille qui vous fait regarder à 2 fois. Il a souri timidement quand nos regards se sont croisés et a demandé si la place en face de moi était prise. Nous avons parlé pendant 2 heures ce soir-là, de tout et de rien. De sa passion pour la fabrication de meubles, de mon désir de travailler en pédiatrie, du fait que nous détestions tous les deux les olives mais adorions le crumble aux pêches. Quand il a ri, vraiment ri, ses yeux se sont plissés au coin et quelque chose en moi a tout simplement su. À partir de ce soir-là, Julien est devenu une constante dans ma vie.
il apparaissait avec de petites surprises, un pot de miel acheté sur un marché de bord de route, un bouquet de fleurs sauvages enveloppé dans du papier craft, un nouveau livre parce qu'il se souvenait que j'avais dit vouloir le lire. Il avait le don de rendre le quotidien magique. 2 ans plus tard, nous nous tenions sous un vieux chêne, prononçant nos vœux devant notre famille et nos amis. Je portais les boucles d'oreilles en perles de ma mère, et Julien a pleuré ouvertement en me voyant marcher vers l'autel. Ce n'était pas le genre d'homme à essayer de cacher ses émotions. Il croyait qu'il fallait montrer son amour pleinement, sans hésitation. Nous avons emménagé dans une petite maison en bois à la lisière de la ville. Une maison à rénover que Julien tenait à retaper lui-même. Et il l'a fait. Il a passé ses week-ends à poncer les sols, à construire des étagères, et à même fabriquer un rocking chair pour notre anniversaire de mariage. Cette chaise est toujours sur notre porche, témoin silencieux de nos innombrables soirées à nous balancer côte à côte, regardant les lucioles danser dans le crépuscule des Alpes. La vie semblait pleine, même si elle n'était pas parfaite. La seule chose qui manquait, c'était des enfants. Nous avons commencé à essayer peu après le mariage, pensant que cela arriverait facilement, comme cela semblait être le cas pour tout le monde autour de nous. Mais mois après mois, rien n'a changé. Les médecins ont dit que mon corps ne coopérait pas, que je ne pourrais peut-être jamais concevoir naturellement. Nous avons essayé les traitements, les injections d'hormones, les rendez-vous interminables, et finalement la FIV. La première tentative a échoué. La deuxième aussi. À chaque test négatif, je me sentais un peu plus brisé, comme si mon corps nous avait trahis, lui et moi. Mais Julien, il ne m'a jamais fait le moindre reproche. Il me serrait dans ses bras lors de ces nuits où je pleurais à m'en donner mal à la tête, en murmurant « Amélie, ça ne change en rien l'amour que j'ai pour toi ». Il a même suggéré l'adoption, parlant avec enthousiasme du nombre d'enfants qui avaient besoin d'un foyer, de la façon dont nous pourrions quand même fonder une famille. Je voulais me réjouir de cette idée. Vraiment. Mais une part de moi désirait toujours voir un enfant avec ses yeux bleus et ce sourire en coin qu'il arborait quand il essayait de ne pas rire. Un jour, après un énième cycle raté, je me suis effondré dans ses bras, m'excusant à travers mes larmes, disant « Tu mérites une femme qui peut te donner une famille ». Il a doucement relevé mon menton pour que je croise son regard et a dit « Amélie, je ne t'ai pas épousée pour avoir des enfants. Je t'ai épousée pour toi. C'est toi, ma famille. » C'était ça, Julien, inébranlable, bon et désintéressé. Il aurait pu être en colère, plein de ressentiment, même distant. Au lieu de cela, il a choisi l'amour à chaque fois. En y repensant aujourd'hui, je réalise à quel point ces épreuves nous ont préparés à ce qui allait arriver. Les nuits où nous nous sommes soutenus dans la déception. Les rêves que nous avons remodelés ensemble, ils sont devenus le plan de survie pour la tempête qui allait s'abattre sur nous. Parce que quand Julien est tombé malade, le monde tel que nous le connaissions s'est effondré. Et pourtant, même allongé là, faible et pâle, il essayait toujours d'être le plus fort. Il plaisantait sur la nourriture de l'hôpital, me taquinait parce que je m'inquiétais trop, et me disait que nous allions traverser ça, comme nous avions tout traversé. Mais au fond de moi, je savais que c'était différent. C'était une question de vie ou de mort. Et je n'étais pas prête à imaginer une vie sans lui. Ça a commencé si doucement que nous ne l'avons même pas remarqué au début. Julien rentrait de l'atelier plus tôt que d'habitude, balayant sa fatigue d'un sourire. Juste fatigué. Une longue journée, c'est tout. Mais la fatigue ne se dissipait pas. Elle devenait plus lourde, comme si quelque chose d'invisible le tirait vers le bas chaque jour. Puis sont apparues les ecchymoses. Petites d'abord, comme s'il s'était cogné contre un établi, mais bientôt elles sont apparues sans raison, des taches violettes fleurissant sur ses bras et ses jambes. Une nuit, je me suis réveillé au son de sa respiration haletante, il se tenait la poitrine comme s'il manquait d'air. L'infirmière en moi a su que quelque chose n'allait pas. Je l'ai supplié de voir un médecin. Et quand il a finalement accepté, j'ai pensé que ce serait quelque chose de simple. Une carence en vitamines, peut-être le stress. Au lieu de cela, on nous a dirigés vers un spécialiste en hématologie qui a ordonné tous les tests imaginables. Je n'oublierai jamais le moment où les résultats sont tombés. Le médecin nous a fait asseoir, le visage trop sérieux, ses mots pesés. « Julien, vous souffrez d'une anémie aplasique. C'est rare, et dans votre cas, c'est sévère. Votre moelle osseuse est en train de s'arrêter de fonctionner. » J'ai eu l'impression qu'on m'avait coupé le souffle. Julien a juste hoché la tête, calme comme toujours,
et a demandé « Que doit-on faire ?» La réponse était à la fois simple et impossible. Vous avez besoin d'une greffe de moelle osseuse. Sans cela, votre corps ne peut plus produire de cellules sanguines, mais le processus nécessite un donneur compatible, idéalement un frère, une sœur ou un parent proche. Je me souviens avoir regardé Julien, le suppliant silencieusement de dire qu'il y avait quelqu'un, mais je savais déjà que ce n'était pas le cas. Julien avait grandi en famille d'accueil, ballotté de foyer en foyer, sans jamais connaître ses parents ni aucun de ses frères et sœurs éventuels. Il n'avait pas d'arbre généalogique vers lequel se tourner, personne à appeler. Nous nous sommes immédiatement inscrits sur le registre national des donneurs, mais les médecins ont été francs. Cela pourrait prendre des mois, peut-être plus, pour trouver un inconnu compatible, et Julien n'avait pas ce temps-là. La maladie progressait vite. Il est devenu très pâle, ses mains autrefois si fortes tremblaient lorsqu'il essayait de soulever une tasse. L'homme qui autrefois fabriquait des meubles jusqu'à minuit luttait maintenant pour traverser le salon. Même à ce moment-là, il essayait de me protéger. Il plaisantait sur les blouses d'hôpital, disait qu'il avait toujours voulu essayer le look chauve depuis que ses cheveux commençaient à s'affiner à cause des médicaments. La nuit, quand il pensait que je dormais, je l'entendais murmurer des prières, demandant de la force. Pas pour lui-même, mais pour moi. Je tenais sa main dans le lit d'hôpital et me forçais à sourire, disant des choses comme « on va vaincre ça ». Mais à l'intérieur, j'étais terrifié. Terrifié à l'idée de le perdre. Terrifié de me réveiller dans une maison vide. Terrifié d'affronter une vie que je n'avais pas prévue. Un après-midi, après une énième série de transfusions, le médecin m'a pris à part. Sa voix était douce, mais portait le poids de l'irrévocable. « Amélie, nous n'avons plus d'option. Si un donneur compatible ne se présente pas très vite, j'ai peur qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. » J'ai hoché la tête, incapable de parler, sentant les larmes brûler derrière mes yeux. J'avais déjà vu la mort. En travaillant comme infirmière, on y est confronté plus souvent que la plupart des gens. Mais rien ne m'avait préparé à l'idée de perdre Julien. Je suis sorti dans la cour de l'hôpital, désespérément en quête d'air, de n'importe quoi qui pourrait me stabiliser. C'est là que je l'ai entendu. 2 employés de l'hôpital étaient en pause à proximité, discutant de manière informelle, ignorant que je pouvais les entendre. « Tu vois ce gars en soins intensifs, Moreau ? Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce type qui vit à Val-des-Pins. Je te jure, c'est comme regarder la même personne. » Mon cœur s'est arrêté. Val-des-Pins, un petit village de montagne à seulement 2 heures d'ici. Cela pouvait-il n'être qu'une coïncidence ? Ou cela pouvait-il signifier que Julien avait de la famille là-bas, quelqu'un qui pourrait être compatible ? Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose que je n'osais plus ressentir. De l'espoir. Un espoir fragile et tremblant, mais de l'espoir tout de même. Je suis resté figé dans la cour, leurs mots résonnant à mes oreilles. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce type qui vit à Val-des-Pins. Val-des-Pins était un petit village montagnard situé à environ 2 heures de route à l'est de Grenoble. Je n'y étais allé qu'une seule fois pendant mes études d'infirmière pour un programme d'aide communautaire. C'était le genre d'endroit où la vie ralentissait, où les gens faisaient encore signe aux inconnus de passage. Serait-ce une coïncidence ? Les gens se ressemblent tout le temps, mais quelque chose au fond de moi me soufflait le contraire. Julien avait grandi en famille d'accueil, abandonné à la naissance, sans aucune information sur sa famille. Il avait passé des années à se demander s'il y avait quelqu'un quelque part avec les mêmes yeux, le même sourire en coin, quelqu'un qui pourrait partager son sang. Je me souviens de la fois où il a presque essayé de retrouver ses parents biologiques. Nous étions assis sur notre porche une nuit d'été quand il a avoué, parfois, je pense à les chercher, mais s'il ne voulait pas de moi à l'époque ? Pourquoi voudrait-il de moi maintenant ? Sa voix portait une douleur sourde que je ne savais pas comment apaiser. Alors il avait enfoui cette pensée, s'était concentré sur la construction d'une vie avec moi, choisissant de croire que la famille, c'est celle qu'on construit, pas celle dans laquelle on est. Mais maintenant, la famille n'était plus seulement une idée abstraite. Elle pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté au chevet de Julien, tenant sa main pendant que les machines bourdonnaient doucement. Sa peau était pâle, sa respiration superficielle mais régulière. J'ai murmuré, « Je vais arranger ça, Jules. Peu importe ce qu'il faudra faire. » Le lendemain matin, j'ai débarqué au travail et j'ai demandé un congé d'urgence.
Ma supérieure, Dieu la bénisse, n'a pas posé beaucoup de questions. Elle connaissait la situation de Julien et m'a juste prise dans ses bras avant de signer le formulaire. J'ai fait un sac, le cœur battant, partagé entre l'appréhension et la détermination. Je ne connaissais même pas le nom de cet homme, seulement qu'il vivait à Val-des-Pins et qu'il ressemblait apparemment à mon mari. Je n'avais pas de plan, juste une photo de Julien sur mon téléphone et un fil d'espoir fragile. Avant de partir, je suis passé dans la chambre de Julien. Il était réveillé, souriant faiblement en me voyant. On dirait que tu t'apprêtes à conquérir le monde, a-t-il taquiné, la voix faible mais chaleureuse. J'ai embrassé son front et murmuré, c'est peut-être le cas. Il a essayé d'en savoir plus, mais je l'ai arrêté. Ne t'inquiète pas, d'accord? Repose-toi. Je serai de retour avant même que tu t'en rendes compte. Je voulais tout lui dire sur Val-des-Pins, sur l'homme qui pourrait être de sa famille, mais je ne pouvais pas risquer de lui donner de l'espoir pour ensuite le briser s'il s'avérait que ce n'était rien. La route hors de Grenoble semblait irréelle. L'autoroute a laissé place à des routes de campagne sinueuses, à des champs de fleurs sauvages printanières, et finalement aux collines verdoyantes de Val-des-Pins. Alors que je traversais le vieux pont en pierre menant au village, j'ai murmuré une prière silencieuse. Je t'en prie, fais que ce soit vrai. Fais qu'il y ait quelqu'un là-bas qui puisse le sauver. Je me suis garé près de la petite épicerie du village et je suis sorti, serrant fermement mon téléphone. Les gens ici bougeaient à un rythme différent, des agriculteurs chargeant des sacs de grains, une dame âgée balayant son perron, des enfants faisant du vélo sur les routes poussiéreuses. Chaque visage que je voyais, je l'étudiais avec soin, cherchant une trace de la mâchoire carrée de Julien, de ses yeux, de n'importe quoi. Je me suis arrêté à l'épicerie et je me suis approché du caissier, un homme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants. « Excusez-moi, je cherche quelqu'un. Je ne connais pas son nom, mais on m'a dit qu'il ressemblait à ça. » Je lui ai montré la photo de Julien. Les yeux de l'homme se sont immédiatement écarquillés. « Vous parlez sûrement de Lucas Girard. Il habite près des champs de maïs sur la route départementale 6. Ouais, c'est vrai qu'il lui ressemble. » Mon cœur a raté un battement. « Pourriez-vous m'indiquer le chemin? » Il l'a fait, et je l'ai remercié avant de retourner à ma voiture. Mes mains tremblaient sur le volant alors que je roulais vers ce qui pourrait être la réponse à toutes les prières désespérées que j'avais chuchotées ces derniers mois. Je ne savais pas si ce Lucas Girard était réellement lié à Julien, mais je savais une chose avec certitude. J'allais bientôt le découvrir. La route menant à la départementale 6 n'était guère plus qu'un ruban de bitume craquelé serpentant à travers de grands pins et des champs ouverts. Une fine bruine a commencé à tomber, le genre de pluie qui semblait suspendu dans l'air comme une brume, s'accrochant à mon pare-brise et floutant les contours de l'horizon. J'ai ralenti en apercevant la boîte aux lettres avec des lettres blanches effacées, Girard. La maison derrière était ancienne, patinée par le temps, entourée d'un champ de chaume de maïs et de traces de pneus boueuses. Une balançoire rouillée grinçait dans le vent, et quelque part au loin, un chien aboyait. Pendant un instant, je suis resté assise dans la voiture, agrippé au volant, le pouls battant à mes tempes. Et si j'avais tort? Et si je m'apprêtais à frapper à la porte d'un inconnu et à me ridiculiser? Mais ensuite, j'ai pensé à Julien, sa main frêle serrant la mienne, son sourire essayant de cacher la peur dans ses yeux. Et je suis sorti de la voiture. Les marches en bois ont gémi alors que je les gravissais. J'ai frappé doucement d'abord, puis plus fort quand personne n'a répondu. Après un moment, la porte a grincé en s'ouvrant. Un homme se tenait là, plus grand que je ne l'imaginais, les épaules larges mais légèrement voûtées, des cheveux blonds foncés tombant librement sur son front. Ses yeux. J'ai eu le souffle coupé. Ils étaient du même bleu perçant que ceux de Julien, la même forme, la même intensité. Il a cligné des yeux en me regardant. « Je peux vous aider ?» Sa voix était grave, prudente, avec ce grain un peu rude de quelqu'un qui n'a pas souvent l'habitude de recevoir des inconnus. J'ai tendu mon téléphone avec des mains tremblantes, lui montrant la photo de Julien. C'est mon mari. Il s'appelle Julien Moreau. Des gens m'ont dit. Que vous lui ressemblez. L'homme a froncé les sourcils, fixant l'écran pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Son expression a changé, de la confusion, de l'incrédulité, et quelque chose de presque douloureux. Il s'est frotté la nuque. Eh bien, ça alors. Il m'a regardé à nouveau, le regard plus doux. Qui êtes-vous? Amélie, je suis sa femme.
Il s'est écarté. Vous feriez mieux d'entrer. L'intérieur de la maison était humble, du parquet, des meubles dépareillés, une légère odeur de café et d'huile de moteur. Il m'a désigné une chaise. Asseyez-vous. Vous. Vous dites qu'il est votre mari? J'ai hoché la tête, serrant mon sac sur mes genoux. Il est à l'hôpital. Il est très malade. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Ils ont dit qu'il n'avait pas de famille. Mais ensuite j'ai entendu parler de vous et je juste. Ma voix s'est brisée. Il fallait que je vienne. L'homme, Lucas Girard, comme je l'ai rapidement appris, s'est assis en face de moi, penché en avant, les coudes sur les genoux. Il a regardé la photo à nouveau, secouant lentement la tête. Je crois qu'il pourrait être mon frère. Ces mots m'ont frappé si fort que j'ai presque cessé de respirer. Votre frère? Lucas a hoché la tête. Notre mère. Ce n'était pas vraiment une mère, pour être honnête. Elle a eu beaucoup d'enfants, la plupart de pères différents. Quand j'étais petit, elle a eu un autre bébé, un garçon. Elle a dit qu'elle ne le garderait pas. Elle a signé des papiers à l'hôpital et l'a laissé là. J'étais trop jeune pour faire quoi que ce soit, mais je n'ai jamais oublié. Je me suis toujours demandé ce qui lui était arrivé. Il s'est frotté le visage à deux mains, la voix tremblante. Je ne connaissais même pas son nom jusqu'à aujourd'hui. Mes yeux se sont embués de larmes. Julien a cherché une famille toute sa vie. Il pensait être complètement seul. La mâchoire de Lucas s'est contractée et il s'est levé brusquement. Je vais le faire. La greffe. Je n'ai même pas besoin d'y réfléchir. Vous feriez ça? C'est mon frère. S'il y a une chance que je puisse l'aider à vivre, bien sûr que je le ferai. Il est allé dans la cuisine et est revenu avec les clés de sa camionnette. Quand est-ce qu'on part? Pendant une seconde, je l'ai simplement fixé, stupéfaite de la rapidité avec laquelle il avait pris sa décision. Dans ma tête, j'avais imaginé devoir le convaincre, expliquer la situation, peut-être même le supplier, mais il n'y a rien eu de tout cela. C'était comme s'il avait attendu ce moment sans même le savoir. Nous avons quitté Val-des-Pins ce soir-là, la pluie maintenant plus forte, striant le pare-brise alors que Lucas me suivait dans sa vieille camionnette. Ma poitrine semblait plus légère pour la première fois depuis des mois. Il y avait toujours de la peur. Il y a toujours de la peur, mais maintenant il y avait aussi autre chose, un espoir qui semblait solide, comme la terre sous mes pieds. Quand nous sommes arrivés au CHU de Grenoble, j'ai guidé Lucas à travers les couloirs blancs et stériles jusqu'à la chambre de Julien. Julien était réveillé, calé par des oreillers, la peau pâle, mais ses yeux se sont illuminés en me voyant, puis se sont plissés de confusion lorsqu'ils se sont posés sur Lucas. Pendant un long moment, personne n'a dit un mot. La bouche de Julien s'est légèrement entr'ouverte, comme s'il regardait un fantôme. Lucas s'est avancé, l'émotion palpable dans sa voix. Je crois que je suis ton frère. Julien a cligné des yeux, les larmes lui montant instantanément. Mon frère. Je me tenais là, regardant deux hommes, des étrangers la veille, liés par le sang aujourd'hui, se regarder dans les yeux comme s'ils reconnaissaient quelque chose que seuls pouvaient ressentir. Julien a tendu une main tremblante. Et Lucas l'a serré fermement. On parlera plus tard, a dit Lucas doucement. Mais pour l'instant, je suis là pour te sauver la vie. Les résultats des tests de Lucas sont revenus plus vite que prévu. Les médecins voulaient tout accélérer car l'état de Julien se détériorait rapidement. Quand l'hématologue est entré dans la salle d'attente avec ce doux sourire soulagé, mes genoux ont failli lâcher. C'est une excellente compatibilité, a-t-elle dit. L'une des meilleures que nous ayons vues depuis longtemps. Je me suis tourné vers Lucas, les larmes aux yeux. Vous avez entendu? Vous êtes compatibles. Vous pouvez le sauver. L'expression de Lucas a oscillé entre le choc et la détermination. Alors on y va. Quand est-ce qu'on commence? Ce soir-là, Julien et Lucas ont enfin eu le temps de s'asseoir ensemble. Je suis resté juste devant la porte pendant les premières minutes, leur laissant un peu d'intimité, mais je pouvais quand même entendre leur voix. Basse, émue, hésitante au début, puis plus chaleureuse au fil des minutes. La voix de Julien s'est brisée lorsqu'il a dit « Je rêvais d'avoir un frère ». Je trouvais ça stupide, comme rêver d'une maison dans laquelle tu ne vivras jamais. Mais tu es là, en vrai. Lucas a ri doucement,
bien que sa voix soit enrouée. Je suppose que la vie avait d'autres plans, hein? Je suis désolé de ne pas avoir été là, Jules. Je ne savais même pas. Tu n'as pas à t'excuser, a dit Julien, serrant la main de Lucas avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi faible. Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Quand je suis rentré dans la chambre, Julien m'a regardé avec des yeux humides et a murmuré, « J'ai un frère. Je ne suis pas seul. » J'ai embrassé son front et souri, en murmurant en retour, « Tu ne l'as jamais été. » L'intervention était programmée pour le lendemain matin. J'ai à peine dormi, mon esprit passant en revue tous les scénarios possibles. Lucas était calme, plaisantant même avec les infirmières alors qu'elles le préparaient pour le don. Je n'aurais jamais cru donner ma moelle osseuse à un type que j'ai rencontré hier, a-t-il taquiné, puis il a regardé Julien et a ajouté doucement. Mais je suis content que ce soit lui. Les heures se sont étirées lentement, mais finalement, c'était fait. La greffe s'est bien passée, et Julien a été transféré dans une salle de réveil pendant que les nouvelles cellules souches commençaient leur travail salvateur. Je me suis assise près de son lit, tenant sa main, sentant la chaleur revenir sur sa peau. Pour la première fois depuis des mois, son visage avait un soupçon de couleur. Lucas est entré plus tard, l'air fatigué mais satisfait, et Julien a tendu faiblement le bras pour serrer celui de son frère. « Tu viens de me donner une seconde chance, a-t-il murmuré. Lucas a souri et a dit, « Je suppose qu'on est quitte maintenant. Tu m'as donné une famille. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes cette fois. Pendant des mois, j'avais porté tellement de peur, tellement de solitude. Mais maintenant, assise là entre ces deux hommes qui s'étaient trouvés contre toute attente, j'ai ressenti quelque chose que je n'osais plus ressentir depuis si longtemps. La paix. Par la fenêtre, les lumières de Grenoble scintillaient dans la fin de soirée. Et j'ai pensé à la rapidité avec laquelle la vie pouvait passer du désespoir à l'espoir, de la perte au gain. Parfois, en quelques jours seulement. Pour la première fois depuis des mois, je me suis autorisé à respirer profondément et à croire que Julien pourrait réellement survivre, et que nous avions reçu un cadeau bien plus grand que ce que nous avions demandé. Les jours qui ont suivi la greffe ressemblaient à l'entrée dans un nouveau monde, un monde où l'espoir l'emportait enfin sur la peur. Le corps de Julien a bien réagi à la greffe. Chaque matin, je guettais les moindres signes. Un peu plus de couleur sur ses joues, un ton de voix plus assuré, une prise plus forte quand il me tenait la main. Lucas restait à proximité, dormant sur une vieille chaise pliante dans la salle d'attente quand le règlement de l'hôpital ne l'autorisait pas à rester dans la chambre de Julien pour la nuit. Il ne s'est jamais plaint. Un soir, je lui ai apporté un café et je l'ai trouvé regardant Julien à travers la vitre, un regard d'émerveillement silencieux sur le visage. « C'est vraiment mon frère » a-t-il dit doucement, comme s'il essayait encore de s'en convaincre. Julien a commencé à retrouver ses forces lentement, et par un bel après-midi d'automne, il a fait ses premiers pas dehors depuis l'opération. Je marchais à côté de lui pendant qu'il avançait prudemment le long du chemin du jardin de l'hôpital, la lumière du soleil scintillant à travers les feuilles changeantes. J'avais oublié à quel point l'air frais fait du bien, a-t-il murmuré, serrant ma main. Une semaine plus tard, Julien a obtenu son autorisation de sortie et nous sommes retournés dans notre petite maison en bois à la lisière de Grenoble. Cette fois avec Lucas qui nous suivait dans sa vieille camionnette, devenue un ajout permanent à nos vies. La maison semblait différente maintenant, plus remplie d'une certaine manière, comme si elle avait attendu ses retrouvailles depuis toujours. Dans les semaines qui ont suivi, Lucas est devenu une présence régulière. Lui et Julien s'asseyaient sur le porche le soir pour partager des souvenirs d'enfance ou du moins le peu que Julien avait de ses familles d'accueil et Lucas comblait les trous concernant leur mère, leurs premières années, les autres frères et sœurs que Julien n'avait jamais rencontrés. Un soir, Lucas a tendu à Julien un petit canif usé avec les initiales de leur père gravées sur le manche. « C'est tout ce qu'il me reste de lui » a dit Lucas doucement. « Je veux que tu l'aies. » Julien l'a tenu avec des mains tremblantes, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. La communauté de Val-des-Pins a envoyé des cartes, des prières, et même des plats préparés quand ils ont appris ce qui s'était passé. Des gens que je n'avais jamais rencontrés ont envoyé des mots comme « la famille, c'est tout. Serrez-vous fort les uns les autres. » Il y avait quelque chose de profondément guérisseur dans le fait que des inconnus se soucient assez pour tendre la main. Cela m'a rappelé que la bonté existait toujours partout, même dans les saisons les plus difficiles. Les mois ont passé et Julien a repris des forces. Ses cheveux ont commencé à s'épaissir à nouveau, son rire est revenu, et il a recommencé à fabriquer des meubles dans le garage, plus lentement qu'avant,
mais avec la même étincelle de créativité qu'il avait toujours eue. Un soir, il m'a entraîné dehors sur le porche où trônait un tout nouveau rocking chair, fabriqué avec une précision minutieuse. « Pour toi » a-t-il dit simplement. Je me suis assise et j'ai senti les larmes brouiller ma vue alors que je me balançais doucement, la chaise grinçant avec une chaleur familière. Nous avons également intégré Lucas à nos traditions. Le repas du dimanche est devenu un incontournable, rempli de rires et de gratitude silencieuse. Parfois, je surprenais Julien et Lucas se regardant avec ses petits sourires en coin, comme s'ils n'arrivaient toujours pas à croire qu'ils s'étaient trouvés. Par une soirée d'automne particulièrement dorée, Julien et moi marchions le long d'une route bordée d'arbres près de Val-des-Pins, main dans la main, regardant les feuilles tourbillonner dans la brise. Lucas marchait devant nous, riant alors qu'il portait sa jeune nièce, la fille de son meilleur ami, sur ses épaules. Julien a serré doucement ma main. « Tu sais » a-t-il dit. Je pensais qu'être orphelin signifiait que je serais toujours seul, mais j'avais tort. Je t'ai, toi. Et maintenant je l'ai, lui aussi. Je l'ai regardé, sentant la vérité de ces mots s'installer profondément dans ma poitrine. La famille n'est pas toujours une question de sang, Jules, ai-je murmuré. Mais parfois ça l'est, et c'est magnifique. Cette nuit-là, alors que nous étions assis autour d'un petit feu de camp derrière la maison de Lucas, les flammes jetant de douces lueurs sur le visage de chacun, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps, la certitude paisible que nous allions nous en sortir. La vie nous avait brisés, oui, mais elle nous avait aussi reconstruits d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. J'ai posé ma tête sur l'épaule de Julien, écoutant Lucas raconter une histoire sur leur quartier d'enfance, et je me suis dit, c'est ça. C'est à ça que ressemble la guérison. Notre histoire avait commencé dans le désespoir. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est terminée avec la famille, avec de secondes chances, avec un frère retrouvé et une vie renouvelée. Et en fermant les yeux, bercé par le crépitement du feu et la main chaude de Julien dans la mienne, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Parfois, la vie vous donne exactement ce dont vous avez besoin. Juste au moment où vous étiez sur le point de perdre espoir.